Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire organisé par l'entreprise Anytime sur la question des acteurs de la solidarité. Donc je suis Antoine Jambon, journaliste spécialisé dans le secteur social et médico-social. Je suis ravi d'être avec vous. Donc ce webinaire s'inscrit dans un cadre plus large, ayant pour thème faciliter la vie des aidants. Le but de celui-ci est de vous accompagner évidemment dans vos pratiques, mais aussi de partager et d'encourager les expériences nouvelles. Avant que nous débutions nos échanges, je voudrais donner la parole à Carole Lecudre, directrice marketing et communication chez Anytime, qui va nous en dire plus sur la philosophie et les objectifs de cette série de webinaires. Je lui laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Merci Antoine. Donc moi, je voudrais commencer par vous dire que nous avons décidé de lancer un cycle de webinaires autour de cette thématique « Faciliter la vie des aidants » et que nous préparons actuellement 3 autres webinaires à venir sur les sujets suivants: le répit, la coordination thérapeutique et médicale et les loisirs. Bien sûr, nous vous inviterons à ces 3 webinaires à venir. Et je voudrais aussi prendre quelques minutes pour vous dire qui est Anytime et pourquoi nous faisons cela. Alors, Anytime, c'est une entreprise qui fournit des solutions de gestion financière aux structures telles que les vôtres et qui fournit en particulier des cartes Mastercard et une plateforme digitale pour vous aider à gérer les notes de frais des salariés et pour gérer aussi les dotations financières ou l'argent du quotidien des personnes accueillies. En résumé, Anytime aide les structures du secteur social et médico-social à gagner en efficacité, gagner en sécurité avec une solution digitale et ses cartes, et aussi à aider à fournir un outil aux éducateurs pour aider l'autodétermination des personnes accueillies et faciliter l'éducation financière quand c'est nécessaire. Voilà en quelques mots les avantages d'Anytime. Je referme tout de suite cette fenêtre publicitaire parce que ce n'est pas notre sujet. L'objectif pour nous, pourquoi nous faisons ces webinaires, c'est pour vous apporter à nos clients et à toutes les personnes avec qui nous sommes en relation de l'information, de la valeur ajoutée et aussi du partage d'expériences sur des thématiques complexes que vous avez à mener, à gérer dans vos établissements. Donc, je remercie chaleureusement Florent et Sylvie d'avoir accepté notre invitation pour ce premier webinaire. Avant de passer la parole à Antoine et à nos intervenants, je vous fais une confidence. C'est le premier webinaire pour ma part que j'organise sur ce thème. J'espère qu'il vous plaira. On vous enverra une enquête de satisfaction pour nous donner votre avis, pour nous dire comment continuer, comment faire mieux. Et je suis très heureuse en fait de vous accueillir, d'accueillir Sylvie, Florent et puis Antoine et de vous accueillir participants en face de nous qui nous écoutez pour cette séance. Voilà, je laisse la parole maintenant à Antoine et à nos intervenants. Merci à vous. Merci beaucoup, Carole. Alors, c'est un peu acrobatique parce qu'on est dans la même pièce, donc on bouge l'un l'autre, mais voilà, maintenant on est tout à fait stabilisé. On va donc débuter ce premier webinaire qui porte sur la vie intime sexuelle des personnes concernées. C'est une thématique qui n'est pas facile. Elle peut mettre même en difficulté de nombreux aidants, qu'ils soient professionnels ou pas. Et pour répondre à toutes les questions que vous posez sur le sujet, je suis ravi d'accueillir donc Sylvie Fouassé, éducatrice spécialisée et très expérimentée, 42 ans dans le secteur social, médico-social. Merci beaucoup Sylvie d'être là pour répondre à nos questions. Et puis merci aussi à Florent Levaux, qui est donc expert usager et personne concernée. Donc bienvenue à vous. On va discuter. Et merci d'être présent. Je rappelle simplement aux spectateurs à poser à nos intervenants
bonhomme en étant sur le fil à la droite de votre écran, qu'on ne va pas prendre les questions au fur et à mesure de l'émission, mais qu'on va les rassembler. Donc, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. On va les rassembler et on prendra 20 minutes à la fin de ce webinaire pour prendre les principales questions et puis demander à Sylvie ou Florent de nous répondre. Voilà, donc j'espère que c'est bien clair. On va commencer tout de suite. Déjà, cette thématique, c'est une question que je voudrais tout d'abord poser à Sylvie. La thématique, on fait souvent des confusions entre vie intime, vie sexuelle, vie et vie affective. Est-ce que, Sylvie, c'est important de faire justement, si on s'intéresse au sujet, de faire cette fameuse différence entre vie intime et vie sexuelle? Est-ce que ça veut dire la même chose et pourquoi c'est important de faire la différence? Bonjour à tout le monde. Alors oui, c'est une question qui n'est pas forcément simple et pas spontanément répondre comme ça, mais en y réfléchissant, la question c'est que l'intimité, ça me paraît moi, être un sujet beaucoup plus vaste que la sexualité. Et puis, on n'établit pas de hiérarchie, hein. Il ne s'agit pas de dire c'est l'un puis l'autre. Il n'y a pas de sens. Hein. Mais pour autant, lorsqu'on parle d'intimité, on va balayer des champs beaucoup plus larges, qui vont être la question de la relation à l'autre, mais aussi la relation à son propre corps, à son propre espace. Et donc, on va pouvoir parler d'intimité personnelle, psychique, d'intimité dans les relations avec les personnes et puis peut-être d'intimité dans les espaces également. Donc la différence moi, que je ferais, c'est celle-ci. La sexualité, tout de suite, on a des représentations qui nous renvoient aussi à notre propre sexualité quand on est professionnel et qui, à mon avis, sont, si on parle de sexualité, on est dans des choses qui vont être plus serrées, plus refermées, puisque le champ sera moins large. Voilà. Ouais, d'accord, très bien. Oui, c'est tout l'enjeu en fait d'arriver à avoir une vie. Quand on parle d'intimité, c'est l'enjeu. On l'a évoqué quand on a préparé ces entretiens, Sylvie. C'est l'enjeu d'arriver à avoir une vie individuelle dans un environnement collectif. Hein. Ça, c'est très important. Hein. Ouais, d'accord, très bien. Juste, Florent, est-ce que tu souhaitais réagir? Je me permets de vous tutoyer tous les deux. Oui, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a tellement passé du temps à préparer ensemble tout ça que je me dis que c'est plus sympa de oui, il n'y a pas de problème. Florent, justement, est-ce que pour toi, c'est important justement de faire cette fameuse différence entre vie intime et vie sexuelle? Et pour toi, c'est quoi la vie intime? Parce que moi, j'ai en tête l'exemple, alors après je te laisse répondre, j'arrête de parler, mais moi, j'ai l'exemple de la chambre. Par exemple, le fait que quand tu es dans ta chambre, ben, en fait, c'est ton espace privé, les gens n'ont pas à intervenir. Est-ce que pour toi, l'intimité, ça veut dire quoi pour toi, la vie intime? La vie intime, ça veut dire que on a besoin d'être seul et si on a des choses, regarder un film érotique, on n'a pas besoin d'une salariée derrière la porte qui écoute, c'est notre moment privé. Et si je sais que chez moi, dans mon appart chez moi, ça c'est respecté, mais pas partout pareil. D'accord, très bien, ok. Et donc cette vie intime, elle est extrêmement importante parce que elle fait partie de ton quotidien et il faut qu'elle soit respectée, hein, c'est ça? Oui, très très respectée parce que déjà on a l'handicap qu'il faut gérer. Si on a plus la vie intime à gérer, il faut nous laisser un petit temps pour nous retrouver. Oh, ouais, très bien. On parlait du répit. Il va y avoir une émission d'ailleurs, Carole l'a annoncé sur le répit des aidants. Hein, ça sera. Mais là, en fait, c'est le répit des personnes concernées. En fait, hein, c'est un peu ça, Sylvie. Hein.
C'est un peu ça, Sylvie, tu m'entends? Oui, alors je réponds. Oui, je crois que ce que Florent évoque là, c'est essentiel. C'est que on est toujours en tant que professionnel entre l'espace intime personnel et l'espace intime collectif. Et cette notion pour les équipes est pas toujours simple à percevoir. Et il suffit pas de cogner à une porte avant d'entrer dans une chambre. C'est vraiment tout un état d'esprit du respect L'autre. de l'autre, voilà, mais aussi de ses propres pensées, de ses relations, des relations qu'il entretient avec les autres. Et là, Florent, lui, vit en appartement au sein d'une structure médico-sociale, mais il a son appartement. Et je crois que cette question de l'intime personnel et de l'intime collectif, parce que ça existe aussi en collectif, cette notion d'intimité, elle est en permanence re-questionnée. D'accord. Alors, oui, c'est là-dessus que j'insiste. On m'a donné, ils en parlent de la sexualité, mais ils n'en parlent pas beaucoup. Et dans les autres établissements, ils en parlent, mais il faut. Moi, je suis content parce que dans mon établissement, les professionnels, ils sont ouverts à la discussion et franchement, je suis fier des professionnels parce que ils sont ouverts à la discussion. D'accord. Très bien. Un petit problème de connexion peut-être. Alors, je sais pas trop ce qui se passe. Ah voilà, ça y est, on a eu. Alors, on a eu un petit problème en tout cas, je sais pas si les spectateurs l'ont vu, mais moi j'ai détecté un petit problème de connexion. Est-ce que, alors si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, hein, Florence, c'est que effectivement tu as de la chance parce que dans l'établissement où tu es aujourd'hui, les professionnels, les aidants sont ouverts à la discussion. Hein, oui, c'est tout à fait ça, Antoine. D'accord, ok. Merci beaucoup, Florent. Alors, Sylvie, tu disais que c'était toutes ces situations de vie intime, vie sexuelle. En fait, c'est des questions qui. Tu nous disais, Sylvie, que c'était un questionnement permanent. Pourtant, le sujet globalement, même si on en parle, hein, il ne faut pas dire que c'est un sujet totalement tabou, mais en fait, on en parle assez peu. Il est assez peu évoqué dans les analyses, dans les colloques, dans les grandes discussions. Et pourquoi c'est si important, selon toi, Sylvie, d'en parler simplement, de parler de tous ces sujets. Et encore une fois, hein, je reste sur vos premières réponses, à bien distinguer vie intime et vie sexuelle. On ne parle pas que de vie sexuelle, on parle de vie intime. Pourquoi c'est important de parler de tout cela, Sylvie? Alors, c'est important d'en parler parce que bon, tu l'annonçais en me présentant, ça fait 42 ans que je travaille dans le secteur, que moi je vois les évolutions entre comment, alors c'est très bizarre parce que finalement, enfin très bizarre, mais aujourd'hui on dit qu'il faudrait en parler ou qu'il faut en parler. Moi je suis persuadée qu'il faut en parler, c'est comme tous les sujets de la vie, hein, la vie sexuelle, l'intimité, les relations, la vie comme la mort. On a des questions taboues dans nos établissements. Alors dans les années post-68, c'était tout est permis, tout est possible. Ensuite, il y a eu une espèce de période où on a mis le couvercle sur la marmite. Et puis là, on revient sur il faut en parler. Pourquoi il faut en parler? Parce qu'on se rend compte que les personnes handicapées dans les structures médico-sociales, finalement, ont une vie intime, ont une vie sexuelle, et que c'est pas parce qu'on met les questions sous le tapis que ça n'existe pas. Et puis, il y a eu quand même quelques scandales avec des abus, des maltraitances, et qui font que on s'est bien rendu compte que justement, à ne pas en parler, on ne protégeait de rien du tout. Et puis, il y a tout le travail aussi avec les familles. Donc, pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce qu'il faudrait, à mon sens, que les professionnels et les familles, mais les professionnels déjà, eux, soient à l'aise d'aborder une question qui est une question quotidienne, naturelle, et plus on est décomplexé sur les questions des échanges, et Florent nous disait tout à l'heure, de pouvoir parler
simplement avec quelqu'un et d'évoquer des choses en sentant que l'autre est ouvert à l'échange, ça va changer la donne. Ça nous permettra aussi de travailler sur la notion de des représentations des professionnels, parce qu'aujourd'hui, les représentations négatives sur la sexualité des personnes handicapées ont la vie dure, quand même. Ça n'existe pas, ils n'ont pas de sexualité, ils n'ont pas de besoin, et on parle à la place des gens qu'on accompagne. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on parle ensemble de ce qui occupe l'autre, finalement, et donc si c'est la sexualité, on en parle. Voilà. Oui, tout à fait. Alors justement, Sylvie, je me permets de rebondir sur l'importance d'en parler. Est-ce qu'à ton avis, on va évoquer à la fin de ce webinaire les initiatives qui sont en cours ou qui pourraient être mises en place pour justement favoriser cette parole. Est-ce que toi, tu as en tête des espaces pour en parler? Parce qu'il y a effectivement la relation interindividuelle entre le professionnel et la personne concernée, mais est-ce qu'il y a aussi des espaces autres? Est-ce qu'il peut y avoir des espaces un petit peu plus collectifs pour parler de tout ça, un peu plus collectivement, pour peut-être démystifier et désacraliser ces questions de la vie intime et sexuelle? Voilà, Florent voulait répondre. Florent, à toi de jouer. Oui, le CRIT, il y a, sur Paris, il y a une dame qui parle que de sexe. Ça s'appelle le CRIT. Le Centre régional d'information et de prévention de SIDA. Il y a des groupes de parole que on peut travailler dans l'établissement pour adultes et enfants, pour les préparer psychologiquement à la puberté. On travaille avec des partenaires, effectivement. Il y a les centres anti-magiels qui sont portés par les CREAI. Des groupes de parole, comme vient de le dire Florent, qui sont alors parfois co-animés en interne par des psychologues et des éducateurs. Alors, éducateurs au sens large, professionnels de l'accompagnement. Et puis, effectivement, c'est important aussi de laisser des espaces collectifs, mais comme pour tout le reste, moi je dis toujours, il faut qu'on soit, nous, professionnels, vraiment attentifs à ce que veulent les personnes qu'on accompagne, pour essayer de répondre au plus près. Alors moi, je travaille par ailleurs avec une collègue avec qui on co-anime des groupes de parole pour des adultes qui vivent en foyer de vie, et des groupes de parole sur la vie intime, et on est extérieur à la structure. Ça, c'est un pour lequel on intervient. Donc ça, c'est peut-être... D'accord. Donc ça, c'est peut-être une piste aussi de faire intervenir des gens qui ne sont pas directement impliqués, qui peuvent apporter un discours peut-être plus, on va dire plus neutre, et qui ne font pas référence à des situations particulières. Du coup, d'aller plus loin dans la discussion, c'est ça? Oui, et surtout, on est extérieur au quotidien de la personne. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Lorsque je co-anime ces groupes de parole, en fait, les personnes, je ne les rencontre que dans ce cadre-là. Donc, ça fait 3 ans qu'on les accompagne. Mais je ne suis pas dans la relation du quotidien. Donc, effectivement, ça facilite certains échanges. Et ensuite, et c'est vrai que les personnes qu'on accompagne, nous, on ne divulgue rien de ce qui se passe dans le groupe de parole. Mais, si besoin, on les invite, eux, à faire ce chemin de pouvoir... D'accord. Okay, très bien. Très bien. Florent. En fait, je rejoins Sylvie, parce que quand on a des professionnels qui sont un peu gênés dans ce milieu-là, les personnes accompagnées, on est un peu gênés. Oui, j'imagine, ouais. On se dit dans notre tête, on va peut-être les frustrer. Les frustrés? Oui. Oui, les frustrés, ouais, bien sûr, ouais. D'accord, ok, très bien. Alors justement, moi, tu faisais, Sylvie, référence, parce que c'est important de prendre la mesure aussi de l'évolution des attentes aussi, parce que en fait, quand on parle quand on évoque cette importance d'en parler, d'importance d'en discuter, ça fait référence aussi à une époque. Sylvie, tu parlais de mai 68. Qui était une phase de libération. Voilà, là, c'est pas à moi de juger, de savoir si cette phase elle est fermée ou
ou encore en cours, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que un grand nombre maintenant de personnes accompagnées, ça concerne tous les secteurs, hein, d'ailleurs, que ce soit le grand âge, le handicap ou même le secteur de l'exclusion, ils veulent plus, ils veulent qu'on les écoute, ils veulent qu'on leur propose quelque chose de plus personnalisé. Est-ce que sur ce terrain aussi de la vie intime et affective, aussi les attentes sont nouvelles par rapport à des personnes qui entraient en établissement il y a 15, 20, 30 ans, Sylvie? Oui, ils sont nouvelles. Alors, Florence, si tu veux répondre, parce que toi, tu es jeune, donc voilà, toi, tu symbolises cette nouvelle génération avec ces nouvelles attentes. Je ne sais pas si les attentes ont changé. À mon sens, les attentes, elles ont toujours été là. L'envie d'avoir une vie propre, qu'on choisit chacun, elle a toujours existé. Moi, j'ai toujours travaillé dans des services médico-sociaux et toujours en internat. Moi, je pense pas que les besoins, les attentes aient changé. Ce qui a changé, c'est le regard de la société. Et donc, on parlait 68, c'est il est interdit d'interdire. Ensuite, on est passé sur une espèce d'injonction sécuritaire au sein de nos établissements. Et du coup, ça fait des collusions, tout ça. Et que, sous prétexte de garantir la sécurité des personnes, on mélange un peu tout et du coup, on leur interdit des choses. Ou on oublie qu'ils ont une vie personnelle, intime, et que ils ont la même vie que n'importe qui, que tout un chacun. Et surtout, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas des citoyens handicapés et des citoyens non handicapés. Il y a des citoyens, et tous ces citoyens ont le droit d'accéder aux mêmes choses. On est tous pareils. C'est pas parce que Sylvie marche que moi je suis en fauteuil qu'on n'est pas pareil que Sylvie. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, selon toi, Sylvie, c'est effectivement cette question de l'approche et du regard qu'on porte sur ces attentes, en fait, qui a changé. Mais ces attentes, effectivement, étaient là auparavant, sauf qu'on n'en tenait pas compte. Tu évoquais aussi, Sylvie, la posture des professionnels, et Florent aussi en parlait, hein, quand on veut parler de ces sujets-là avec un professionnel qui est pas très ouvert, qui est un peu gêné, c'est un peu gênant d'en parler, du coup. Comment faire? J'ai bien compris, hein, que les professionnels n'étaient pas toujours à l'écoute de toutes ces demandes, mais peut-être qu'aussi, Sylvie, tu faisais référence, il y a cette culture de la sécurité, hein, cette culture de la protection, favorise pas aussi le dialogue. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les professionnels soient plus à l'écoute de ces sujets? On a parlé des espaces de parole potentiels qui pourraient être mis en place et qui pourraient être une forme de sensibilisation continue. Est-ce que dans la formation aussi des professionnels, il y a des choses à repenser pour que cette question de la vie intime et sexuelle, et encore une fois, hein, j'insiste bien sur l'intime, ce n'est pas que le sexuel, soit intégré dans les formations initiales des professionnels. Donc, je voulais avoir ton analyse, Sylvie, sur le sujet. Alors, les formations initiales des professionnels, normalement, nous sommes dans des métiers de l'accompagnement et de la relation. Donc, tout devrait être contenu. Déjà dans l'intitulé même de nos formations, pour tout ce qui va être des fonctions éducatives au sens large, dans l'accompagnement. Donc parler de la relation, là actuellement, moi j'interviens dans une association où il y a des établissements de la toute petite enfance en crèche jusqu'à l'âge adulte. Et par exemple, moi j'aborde ces questions-là avec les équipes, y compris avec les équipes des professionnels qui travaillent dans la toute petite enfance. Et je pense que les professionnels de la toute petite enfance abordent ces questions-là du côté de l'intime dans leur formation initiale, des retours que moi j'ai avec les professionnels. Cette question de l'intime, la question du consentement et de comment on va s'adresser à un tout petit, mais dès sa naissance, et puis tout au long de son développement, je pense que là-dessus, c'est ce qui va permettre de poser les bases pour continuer ensuite à travailler. Dans les établissements d'enfants et d'adolescents, on sent bien que jusqu'à l'adolescence, aujourd'hui, actuellement dans beaucoup d'établissements, jusqu'à l'adolescence, on n'aborde pas trop ces questions-là.
Et moi, je suis toujours étonnée de voir que les professionnels, les nouveaux, les jeunes professionnels, semblent pas forcément très à l'aise avec tout ça. Donc, alors, il y a probablement la culture personnelle, la culture de l'association dans laquelle on travaille, la culture des familles, hein, des personnes qu'on accompagne. Et tout On va ça l'évoquer, ouais. fait qu'il faut qu'on mette toutes ces choses-là à l'échange et à la question et au questionnement individuel et collectif. Donc, moi, j'accompagne des associations et aujourd'hui, j'interviens pour une association. Finalement, cette question-là, elle est inscrite au projet associatif. Et alors, je réponds peut-être pas tout à fait à ta question parce que tu parlais de formation initiale, mais c'est vrai que moi, dans les formations initiales, ça m'arrive d'intervenir, mais très peu finalement sur ces questions-là. Moi, j'ai l'impression que c'est pas suffisamment abordé lors de la formation initiale, mais peut-être que nous, établissements et secteurs, associations médico-sociales, on a notre responsabilité puisque on accueille des professionnels en stage, alors qu'ils sont en formation initiale. Donc voilà. En tout cas, moi, je crois que si c'est inscrit au projet associatif, ça veut dire qu'il y aurait forcément une déclinaison dans tous les projets de l'établissement et une déclinaison, je l'espère, pour chaque personne accompagnée, quel que soit son âge, et pas uniquement à partir de l'adolescence. Moi, je veux insister là-dessus, c'est que la sexualité ne se décrète pas à l'adolescence parce qu'on a une crise pubertaire. Ça se construit, nos relations sociales, on les construit depuis notre naissance jusqu'à notre mort, très probablement. Et j'en suis sûre. Et oui, bien sûr. la vie affective, intime et sexuelle, c'est pareil, c'est de la toute petite enfance à la mort. Il n'y a pas de rupture dans ce processus et dans les rencontres, dans la vie avec les gens. Bon, peut-être pas tout à fait, je suis désolée à la question de la formation, mais bon. Non, mais moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, moi je l'ai pris sous l'angle un peu basique de la formation initiale, mais l'angle du projet associatif est très intéressant aussi parce que effectivement, comme tu dis, si c'est inscrit, si c'est une vraie priorité dans le projet associatif, ça veut dire qu'il va y avoir une déclinaison dans toutes les actions de la structure et pourquoi pas même une prise en compte de cette question-là dans les projets, les fameux projets personnalisés, hein, qui prennent des noms différents selon les secteurs, mais voilà, c'est les projets personnalisés. D'accord, très bien. Est-ce que Florent, tu souhaitais réagir sur cette question de comment faire en sorte que les professionnels soient plus sensibles à cette question du respect de la vie intime et sexuelle et affective? Faire des groupes de parole sans les personnes accompagnées. D'accord, ok, très bien. Ouais, mais ça, le groupe de parole, on l'a évoqué en début, mais c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Oui. Florent disait aussi des groupes de parole pour les pros sans les personnes accompagnées. Oui. Ah oui, d'accord. Okay. Pour libérer la parole aussi des professionnels, je pense qu'il a tout à fait raison. D'accord, ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, faire de la formation aussi en interne dans les associations, c'est ce que nous on est en train d'essayer de mettre en place. Et effectivement, travailler sur les représentations des professionnels et, j'insiste, des familles. C'est important aussi d'associer les familles. Ouais, alors tout à fait. Alors justement, on en vient aux familles. Hein, ce sujet de la sexualité des personnes concernées, il n'est pas toujours simple à aborder pour les familles. En particulier, en fait, pour moi, j'ai en tête beaucoup d'exemples dans le secteur de l'autonomie, hein, avec des personnes notamment des enfants de parents accueillis. En EHPAD, qui n'envisagent pas que leurs parents puissent avoir une vie sexuelle ou intime qui continue, voilà. Côté personnes en situation de handicap, Florent, tu vas nous en parler, mais il y a des parents plus ou moins ouverts, en tout cas, qui considèrent que voilà, leurs enfants, même s'ils sont plus enfants, ils n'ont plus 15 ans, mais ils en ont 30, et ben c'est pas des personnes qui doivent avoir une vie sexuelle et intime. On va en parler. Est-ce que voilà, il y a pas une difficulté? Comment tu la situes, Sylvie, cette difficulté des familles à appréhender la vie intime et sexuelle de leurs proches, qu'ils soient ascendants ou enfants, qui sont présents dans des structures collectives? Voilà. Comment on l'explique? J'allais dire, en tant que parent, logiquement, on ne se pose pas ces questions-là.
sauf quand on a un enfant en situation de handicap. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Ou en position, enfin, quelqu'un où tu disais d'un enfant qui accompagne ses parents, là c'est dans l'autre sens, en EHPAD. C'est-à-dire que quand on sent l'autre en vulnérabilité, eh bien, je pense qu'il y a des questions qu'on se pose, qu'on se poserait pas sinon. Alors déjà, ça c'est le premier point. Je pense que les familles, elles se posent des questions en termes aussi de risques pour leurs enfants. Le premier risque étant le fait que leurs enfants vulnérables soient abusés sexuellement, violentés, que leurs enfants puissent, leur fille, être enceinte, et être enceinte en situation de handicap, c'est pas forcément de grossesse simple, c'est pas forcément non plus choisi, etc. Et puis, de fait, comme ils sont tuteurs bien souvent de personnes vulnérables, ils ont aussi une responsabilité d'accompagnement de leurs enfants et de respecter le choix de son enfant, mais avoir aussi en porter une partie et une charge, d'abord en charge mentale, mais éventuellement en charge économique et physique. C'est pas forcément évident. Alors, avec les familles, moi, ce qui me paraît essentiel, c'est comme avec les professionnels, c'est dès le début de l'accompagnement, moi j'ai dirigé un IME il y a quelques années, et très rapidement, enfin déjà à l'admission, je disais aux parents que quand leur enfant aurait entre 9 et 11 ans, on commencera à avoir des groupes de parole, mais même déjà avant, sur mon corps, le corps de l'autre, le respect de mon intimité, etc. Et que en préadolescence, on commencerait à avoir des groupes de parole pour leurs enfants, éventuellement des moments d'échange pour les fratries et également pour les parents qui le souhaitaient, avec les psychologues, les éducateurs référents, etc. Et en fait, je pense que là encore, les institutions ont une responsabilité à l'égard des familles pour les accompagner aussi à pouvoir déjà dire et exprimer leurs craintes. Et parce que je pense que ça commence d'abord et souvent par des craintes, pour ensuite, après, faire ce chemin avec leur enfant de l'accompagnement aussi de leur propre enfant, parce que leur propre enfant aura besoin aussi de leur soutien pour affirmer ses choix, parce que la personne accompagnée n'a pas non plus toujours la possibilité de dire à ses parents « j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça ». Et là, on est aussi, j'imagine, avec les familles, dans une approche où liberté et sécurité vont rentrer en écho, et où il va falloir que nous, on accompagne ça en toute humilité, en tant que professionnel, parce que moi, je ne peux qu'imaginer les questions que pourraient se poser les parents, je ne suis pas à leur place. Donc voilà, moi, comment j'essaye d'aborder ces questions-là en tant que professionnel, avec les familles, et je pense que surtout, là, avec les familles, il faut aborder les questions avant que ça ne devienne un problème. Ah ouais, tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis du rôle du professionnel comme une espèce de médiateur aussi entre les désirs de la personne accompagnée et les craintes, médiateur et peut-être permettant le fameux compromis entre les craintes des parents et les désirs des personnes concernées. Florent, c'est quoi ton positionnement sur le sujet, sans rentrer dans l'intimité de ton histoire? Est-ce que ça a pu poser problème avec tes parents, cette question-là, ou pas du tout? Et voilà, est-ce que tu as des gens que tu connais Ma maman, quand j'étais jeune, elle s'occupait de moi, à me laver. Et là j'ai dit à 18 ans, j'ai dit à maman, on va arrêter que tu me laves parce que ça me gêne un peu. Elle a tout à fait compris que j'arrivais à l'âge adulte et je n'aimais plus qu'elle s'occupe de moi en me lavant, en m'essuyant les têtes. Elle a bien compris. D'accord. Et est-ce que selon toi, en tout cas parmi les personnes que tu côtoies, est-ce qu'il y a eu des tensions? Est-ce qu'il y a eu des tensions entre, par exemple, des volontés
voilà, d'avoir une certaine vie sexuelle de certaines personnes que tu connais et avec des parents qui ne comprenaient pas que sous prétexte qu'on est en situation de handicap, ben, on n'a pas à avoir de vie sexuelle ou la question s'est pas posée. Pour moi, je ne connais pas, mais j'entends des fois des parents qui disent ça, mais moi, personnellement, dans mon quotidien, je ne connais pas. D'accord, très bien. Donc tu as des parents ouverts, hein. C'est bien. Très bien. Ouais, moi, je peux partager si j'ai 2 minutes pour partager une toute petite expérience. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je suis intervenue dans un des actes il y a quelques années. Je me souviens d'une jeune femme qu'on va appeler Sophie, qui vient me voir un jour et qui me dit Sylvie, je peux te parler? Je dis bah oui, bien sûr. Elle me dit eh bien en fait, je vais me marier. Et je lui dis, bah, c'est génial, c'est enfin, vraiment super, félicitations. Et là, elle me regarde, elle me fait, mais ça te choque pas? Je dis, non, enfin, je lui dis, moi, je suis heureuse pour toi. Et je lui dis, mais est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais qu'on parle? Elle me dit, bah oui, parce que moi, mon père, il est tout à fait d'accord pour que je me marie, mais pas ma mère. Et donc, voilà, là, le dialogue s'est instauré. Et en fait, j'ai compris après, parce qu'elle m'a dit qu'elle était venue me parler à moi, parce qu'elle savait donc je pourrais accueillir cette parole-là. Et que surtout, donc après, moi, j'ai pu l'accompagner dans comment faire la démarche pour rassurer sa mère, en fait. Et non pas parce qu'au départ, elle était en colère, bon, ce qu'on peut comprendre aussi, hein, mais là, voilà, c'était pour donner l'exemple de comment nous, on peut, alors d'abord accueillir les paroles et ensuite accueillir la crainte des parents et faire le médiateur dans le sens où tu le disais tout à l'heure, mais comment dire, pas forcément en intervention directe. Hein. Oui, tout à fait. Autant il y a une intervention directe auprès des parents quand on les rencontre, qu'on leur parle clairement des choses et qu'on leur dit comment on va s'y prendre. Si je reviens sur en référence à ce que je disais tout à l'heure on inscrit les choses dans le projet associatif et dans le projet d'établissement. Mais la deuxième façon, ça peut être aussi vraiment d'accompagner la personne qu'on accompagne au quotidien et de dire tu as besoin de quoi? On y va tranquillement par étapes et ça demande à tout le monde énormément de patience. C'est-à-dire que, parce que là Florent le dit avec beaucoup de pudeur, mais j'imagine que c'est aussi, ça demande de la patience d'accepter que son propre parent entende ou n'entende pas. Dans le cas de Florent, sa mère a bien entendu les choses, mais parfois c'est pas simple. Ce n'est pas que les parents ne veulent pas entendre, c'est que leur enfant reste leur enfant, vulnérable, et que parfois, je pense aussi que, comme certains professionnels, il y a des questions qu'on met de côté, et je reviens à ce que j'ai dit en introduction de réponse à cette question, c'est que il n'est pas naturel pour un parent de penser à la sexualité de son enfant. C'est absolument tout à fait naturel. Donc là, on met les parents dans une situation, les parents se trouvent dans une situation qui, moi, me semble effectivement normal. C'est normal que ce soit un peu compliqué. Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas du tout intuitif, effectivement, d'envisager la sexualité de ces enfants. On s'approche de la fin du webinaire. Moi, j'ai encore évidemment des questions à vous poser, mais je vois que le fil des questions à la droite de mon écran reste vide et vierge. Donc, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer parce qu'on va bientôt prendre un certain nombre de questions à poser à nos deux intervenants, donc n'hésitez pas à commencer à remplir ce fameux fil de questions. On a évoqué beaucoup l'aide qui peut être fournie aux aidants qu'ils soient professionnels ou pas. Tu as insisté sur la sensibilisation, Sylvie, sur le dialogue. Tu as insisté aussi sur l'intervention de personnes extérieures à l'établissement, le fait de mettre toutes ces questions-là aussi au centre du projet associatif. Est-ce que, au-delà de la formation, de la sensibilisation, il y a des outils aussi qui peuvent être donnés aussi aux professionnels? Voilà, les premières questions qui affluent. Est-ce qu'il y a des outils et des choses qu'on peut élaborer très pratiques pour faire en sorte justement que cette question soit mieux abordée, mieux comprise, à la fois par les professionnels et par les aidants non professionnels? Mon corps et moi, ça guide qu'il faut aller voir sur Internet pour ma formation
mon accompagnatrice l'a trouvé sur Internet. Alors, c'est l'outil qui s'appelle Mon corps et moi. Il y a la maladie. D'accord. Il y a la maladie la maladie. Non, la mallette. La mallette Des femmes et des hommes. des femmes et des hommes. D'accord. Au CRIPS. Au CRIPS. D'accord. Il y a avec Donc, c'est la mallette Mon corps et moi. Alors, ça, peut-être, je pense. Non. Alors, il y a deux outils dont vient de parler Florent. Oui. Il y a un outil qui s'appelle la mallette des femmes et des hommes. Qu'on trouve au CRIPS, dont on a parlé un peu avant dans le webinaire, oui. Centre régional d'information de prévention SIDA. Et il y a un autre outil qui s'appelle Mon corps et moi. D'accord. On peut consulter sur Internet celui-là, télécharger, imprimer, plastifier, etc. Avec les plus jeunes, on travaille beaucoup avec des outils sur la reconnaissance des émotions. D'accord, ok. Parce que on parlait d'intimité, de sexualité, de sensualité, d'affectivité. C'est important parce qu'en général, quand on demande en formation, quand on demande aux professionnels de citer comme ça des émotions, tout le monde cite spontanément la tristesse, la joie, et puis après on commence à réfléchir à l'amour. Quelle autre émotion? Et la palette des émotions, elle est très très large. Et avec des petits, commencer dès le plus jeune âge à reconnaître ses émotions en disant mais là tiens, oh tu souris. Dans quel état te sens-tu? Quelle est l'émotion que tu ressens? Alors ça, pareil, les outils sur les émotions, il y en a une palette incroyable qu'on trouve là. D'accord. Je pense à comme outil, il y a des jeux de société. Moi, j'utilise beaucoup les jeux de société. Donc, il y a sur les émotions et les relations, il y a Totem qu'on peut détourner et on refait les règles en fonction des groupes avec lesquels on est. Il y a un outil qui s'appelle Séducu, comme ça se prononce. D'accord, ça a l'avantage d'être clair, ouais, d'accord. Qui est un jeu de société qui justement peut aider à favoriser donc les émotions, les relations, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas dans les relations avec l'autre, hein, donc la question du consentement. D'accord. Mais pas que, hein, et puis ensuite, donc il y a deux parties dans le jeu. Enfin, il y a un tas de. Moi, ce que je dis toujours, c'est que les professionnels doivent être des gens curieux, attentifs, ben oui, tout à fait. qui restent en éveil en permanence de ce qui peut se faire ou pas se faire. Et puis, chacun va s'approprier des outils en fonction de ce que... Moi, je vous dis, j'utilise beaucoup les jeux de société, parce que je trouve que c'est vraiment facilitant, justement, parce que ça permet de se mettre en relation les uns avec les autres en se marrant, en plus, souvent. Et puis, les outils qu'on peut télécharger sur Internet, on imprime. Alors, dans les établissements, il y a de quoi imprimer, il y a des machines pour plastifier, on découpe, en plus on peut le faire avec les personnes qu'on accompagne, c'est aussi un moment de partage à ce moment-là, et ensuite on travaille avec ces outils-là. Voilà, en termes d'outils concrets, puis après il va y avoir tous les outils moi je conseille aux gens aussi de lire. Alors, j'ai pas noté de bibliographie là, à vous dire, mais de lire, de se renseigner. Donc, il y a le Santé BD aussi sur Internet qui va donner pas mal d'outils. Le CRAIF, Centre régional, Centre de ressources autisme Île-de-France, excusez-moi, avec tous les acronymes, on s'y perd. D'accord, donc il y a beaucoup de choses. Est-ce que Sylvie, alors je vois autour de moi Carole qui prend des notes. Est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement, Sylvie, que à la suite de ce webinaire, ou en tout cas pour les personnes qui ont été inscrites, qu'on puisse retrouver peut-être un certain nombre de ressources que tu as pu citer, parce que c'est exactement en plus, et ça tombe très très bien, c'est exactement la question qui a été posée. Avez-vous des conseils de structure pour se former quand on est aidant et qu'on veut mieux accompagner sur ces sujets? Donc là, tu as évoqué effectivement un certain nombre d'outils, de jeux, de livres.
Je suis pas sûr que les participants soient en train de prendre des notes, mais peut-être qu'on peut faire une petite synthèse et l'envoyer à nos participants. Il y avait aussi, toujours dans la même question, est-ce qu'il y a des structures, des institutions où on peut se former? Voilà, on peut se former sur ces sujets-là, c'est-à-dire, voilà, je viens en tant que professionnel et je prends 3 jours sur mon temps de travail pour aller me former dans le cadre de la formation professionnelle sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des lieux qui sont facilement accessibles auxquels les professionnels peuvent accéder? Oui. Le CRIPS, on a déjà pas mal parlé. Il y a APF Formation qui propose des formations. L'intitulé des formations, c'est souvent handicap et sexualité. Ou comment accompagner des personnes handicapées pour leur sexualité, enfin pour vivre au mieux leur sexualité, ou pour, enfin voilà. Donc il y a APF, le CRIPS, il y a le CRS, CERHES. Donc ça, je vous en voilà, pour ceux que je connais comme ça, bah, alors sinon. Il y a aussi des personnes, dont une qui vient de décéder très récemment, qui s'appelait Marcel Nuss, qui est un philosophe et qui a beaucoup écrit sur la question de la sexualité des personnes handicapées. Il y a Laetitia Robor, qui est une père aidante, personne concernée, qui a un blog et qui travaille, elle, à Lyon, je crois, enfin, je sais plus, non, en Pays de Loire, et qui aussi fait de la formation, intervient dans les établissements médico-sociaux, et qui a un blog et un site LinkedIn sur lequel elle publie pas mal de choses. D'accord, ok. Donc ça, c'est une ressource supplémentaire. Très bien. Il y a une question, Sylvie, je te coupe, mais comme les questions tombent un peu, je voudrais quand même qu'on essaie de les prendre. C'est une question sur le fait de recueillir la parole des familles, des proches, des aidants sur ces questions-là d'intimité et de vie sexuelle. Tu as évoqué les groupes de parole, hein, mais la personne qui pose la question se dit est-ce qu'il vaut mieux des groupes de parole, des questionnaires, ou même à l'occasion des rencontres autour des projets de vie? Et ça, on l'a pas évoqué dans ce webinaire. Est-ce que le projet de vie, c'est une occasion d'évoquer tout ça? Oui, enfin, de toute façon, toutes les occasions sont bonnes. Alors, lors de la réunion de projet de vie, oui, bien sûr. Moi, ce que je trouve intéressant dans les groupes de parole, c'est qu'il y a, comment dire, c'est des gens qui sont à la même place que nous. Enfin, les parents se retrouvent entre parents. Alors, même si le groupe de parole est animé par un psychologue ou un professionnel, il demeure que les parents vont aussi échanger entre eux. Oui, ce sont des pairs, en fait. Voilà, ils vivent la même chose. Excuse-moi. Entre pairs. Et je trouve que, enfin, cette solution-là, moi, je trouve qu'elle a toujours l'avantage aussi de se dégager de la, enfin, même si on fait très attention en tant que professionnel, je pense que parfois on peut être blessant, jugeant ou déjugeant. Et quand on est avec des pairs, c'est quand même plus simple parfois d'évoquer certains sujets. Parler avec le père, c'est plus facile de parler avec la mère. Ah, avec le père, là, oui. Ça aussi. Oui, alors ça, c'est vrai aussi. Avec les pères, c'est plus facile qu'avec les mères, les mamans. Pas toujours, mais bon, voilà, ça, c'est ce que tu voulais dire. Non, là, on parlait des pères aidants. Oui, PARI. Voilà. Les gens qui sont comme nous. Okay. Donc, toutes les familles ensemble, c'est des pères. Toi, quand tu es avec tes colocataires où tu habites, vous êtes entre pères. Voilà, c'est des gens qui te ressemblent, en fait. Voilà. Ok. Ouais. Il y a une réaction aussi, alors c'est pas une question, mais c'est un petit conseil aussi pour trouver de la ressource. Un participant nous dit il y a aussi le planning familial qui propose des formations sur la sexualité. Bien sûr. On n'y avait pas pensé, mais évidemment que le planning familial. Nous, on fait tellement appel à eux que c'est tellement évident que oui. Et puis, ils sont en train d'agir. Ça, c'est important. Parce qu'il y a aussi tout le versant soins et consultations spécialisées
Et les centres Intimagir travaillent aussi sur le projet Handigynéco avec des sages-femmes qui sont formées à l'approche et la consultation pour les personnes en situation de handicap. D'accord. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et ils dispensent aussi des formations et ils font des interventions dans les établissements. Alors là, c'est pareil. Pour la formation, moi, j'ai pas de conseils à donner, mais il y a deux types de formations. Soit tu envoies 1, 2 ou 3 salariés faire une formation à l'extérieur, dans un organisme de formation à l'extérieur, et ça permet justement de rencontrer des collègues qui ont des pratiques différentes dans d'autres structures et de confronter les expériences. Donc c'est assez enrichissant. Soit faire venir des gens dans l'établissement pour une formation collective. Alors là, ce serait peut-être plutôt autour d'un sujet ou d'une approche ou de la mise en place d'un outil en interne. Je pense que c'est important de penser à mixer aussi les deux types de formation, individuelle et collective au sein de la structure. Et d'associer les experts d'usage au sein des établissements quand il y en a pour faire les formations et des familles. D'accord. Ouais, tout à fait. Et faire intervenir peut-être, alors on parlait de la formation initiale, moi je sais que sur bien d'autres sujets, les experts d'usage, hein, les fameux pères aidants peuvent intervenir dans des formations initiales, en tout cas des formations communes entre travailleurs sociaux et personnes concernées. Est-ce que c'est un axe qui pourrait être choisi aussi dans les instituts sociales pour effectivement pouvoir faire intervenir aussi des personnes accompagnées pour former les futurs travailleurs sociaux? Oui, j'attends ça avec impatience. J'ai beaucoup travaillé on a beaucoup travaillé depuis que j'ai mon diplôme d'expert d'usage dans un siège où je suis là, qui m'ont demandé si je pouvais venir former les nouveaux professionnels qui vont travailler avec nous. Et j'ai dit oui, parce que si j'ai eu le courage à faire ce diplôme, c'est parce que moi j'aime bien expliquer comment on s'occupe de personnes accompagnées. Des personnes accompagnées. Et il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé. Alors, je vais y aller un peu vite, mais c'est pas grave. Mais mais on a un petit peu de temps. Hein, si vas-y. En préparant ce webinaire, c'est que si aujourd'hui ça nous paraît important et essentiel de parler de ce sujet dans les établissements, c'est parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des troubles du comportement. Parce que souvent on nous appelle en dernier recours, il y a des troubles du comportement, oui, ok, oui, ce monsieur ou cette dame se masturbe de manière frénétique jusqu'à se blesser, et en fait on demande après à des gens extérieurs, experts, enfin une personne ressource, peu importe comment on les appelle, d'intervenir, mais enfin je veux dire c'est déjà presque trop tard, alors qu'en fait parler des choses, évoquer les choses, et y compris le fait que la masturbation peut être un moment de plaisir et doit être un moment de plaisir plutôt que de se faire mal. Voilà. Donc ça sert aussi à ça de mettre en place des temps de parole, des outils, des formations, etc. Ça sert aussi à surtout faire en sorte que les personnes accompagnées soient le mieux possible et le plus épanouies dans leur sexualité. Tout à fait, je te rejoins là-dessus. Moi, mon sujet, c'est bien tombé aujourd'hui. Mon sujet, c'était la vie affective et sexuelle que j'ai apportée dans le siège où je suis là, et où je deviens là. Et franchement, je suis fier d'être système d'usage et j'attends des autres formatrices et formateurs qui viennent me poser des questions comme ça, parce que moi je suis ouvert à toutes questions. Est-ce qu'on pourra transmettre aussi tes coordonnées s'il y a des personnes qui souhaitent
Oui, tout à fait. J'attends juste à mes professionnels. Parce que là, il y a un moment, c'est mon mal personnel. Mais j'accepte de, s'il y a du monde qui veut me poser des questions, je donnerai mon mail à Sylvie. Elle vous le donnera. D'accord. Bah, le message est bien passé. Après, il nous reste quand même 5 minutes hein, pour que les gens posent encore des questions à Florent. Donc, faut pas hésiter. Hein, le fil. Moi, il faudrait qu'il y ait d'autres questions. Après, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est que peut-être qu'on a été spécialement complet. Moi, je voudrais peut-être terminer cet échange dans le cadre de ce webinaire, parce que on avait évoqué, Sylvie, un certain nombre d'initiatives en fait qui étaient et de bonnes pratiques qui ont été mises en place. Alors évidemment, on a parlé de beaucoup de bonnes pratiques, mais est-ce qu'il y a des expériences un peu hors normes par rapport à ce que tu as vu, Sylvie, qui mériteraient d'être soulignées, des expériences un peu qui ont poussé un peu les limites de la voilà qui ont accepté une part de risque, qui ont poussé un peu les murs de quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place qui mériteraient d'être citées, parce qu'on avait évoqué hein, des initiatives comme ça? Oui, bah, des établissements qui acceptent d'accueillir des couples, des établissements médico-sociaux, hein, Ouais. à des lits en proposant et en achetant et en mettant en place une structure qui permet d'accueillir un lit médicalisé de place. Ouais. Voilà, alors ça c'est top. Des structures qui acceptent des couples non hétérosexuels, parce que ça c'est important aussi de le souligner, parce que Bien sûr. parce que là on a parlé de la sexualité, mais après on pourrait resserrer les questions qui deviennent de plus en plus tabous. Donc voilà, ça c'est important de le dire aussi. Alors là c'est pareil, c'est vrai que c'est important non pas de demander l'avis des équipes, mais d'échanger avec elles sur ces questions-là, sur le fait que il faut qu'elles se préparent, parce que dans le cadre de nos missions, on doit se préparer à accueillir toutes les personnes telles qu'elles arrivent, telles qu'elles évoluent, et que quand il y a des couples qui se forment dans les établissements, c'est important d'être au clair. Oui. On accepte les personnes et on accepte qu'elles aient une relation de couple, mais qu'on n'aille pas trop vite non plus à imaginer des choses à la place des autres, hein, c'est-à-dire d'accueillir les personnes dans leur intimité telle que elles en ont besoin, en sachant aussi qu'il y a des limites, hein, on ne peut pas tout faire. En France, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites. Oui. Donc, on ne peut pas aider à aller voir des pépéticiennes. Tu peux dire prostituées. Ouais, des prostituées, hein, tu peux dire. Voilà. On ne peut pas non plus aider à ce qu'un acte sexuel se produise. Donc ça, c'est important aussi que les équipes soient au clair. C'est pas ce qu'on leur demandera. Il faut que les parents soient aussi au clair là-dessus. Parce que je crois que ça, déjà, ça fait tomber plein de peurs. De savoir qu'on va pas demander qu'il y a des limites, qu'il y a des limites, okay. Donc dans les bonnes pratiques, il y a aussi je sais qu'il y a des équipes qui accompagnent les jeunes qui le souhaitent à acheter des sextoys. Donc il y a quand même plein de bonnes pratiques. Bon, les groupes de parole, on en a parlé. D'accord. Toutes les bonnes pratiques, c'est le fait d'être ouvert à tout et clair sur ce qu'on peut faire ou pas. Oui. Ok, très bien. On s'approche de la fin, donc on va peut-être conclure. Il y avait une question qui évoquait les violences et les abus qui ont été que Sylvie, vous avez pu constater dans le cadre de votre expérience. Moi, je me permets de prendre la main, parce que j'aimerais éviter qu'on termine sur cette situation de violence et d'abus. En tout cas, retenir le message qu'en s'inscrivant dans le dialogue, dans la compréhension de l'autre, on est dans la prévention de tous ces abus et peut-être qu'il faut rassurer, désacraliser un certain nombre de choses. Donc, Sylvie, Florent, moi, je vous remercie. Je salue également nos spectateurs pour leur attention et leur participation, toutes leurs questions. Je vous donne rendez-vous le 2 juillet prochain
prochain pour évoquer ce thème du répit des aidants. C'est un vaste sujet aussi. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée sur Anytime. Merci. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir. Il y a plein de petits pouces.